permettre aux retardataires de rejoindre ce Propial. Alors, eh bien, bonjour à tous. Je suis Emmanuelle Azer de la CCI Alsace-Eurométropole. Je suis responsable marketing éveil et je vous souhaite la bienvenue dans cette rencontre Propial dématérialisée, mais co-organisée avec l'INPI Grand Est, l'I2EPI et la CCI. Donc, nous vous accueillons une fois de plus dans notre logiciel de visioconférence. À défaut de pouvoir vous accueillir in situ à la CCI, place Gutenberg. Alors, je vous rappelle les consignes. Donc, nous sommes tous en visioconférence. Je vous demande de couper vos micros, de couper vos caméras, ce qui laissera toute la bande passante à nos intervenants. Cette présentation est enregistrée. Vous serez destinataire du replay, ainsi que des présentations qui seront diffusées. Si vous souhaitez poser des questions au fur et à mesure des interventions, je vous demande de le faire via la conversation, c'est-à-dire via le chat. Antoine Dientrich fera le modérateur, comme on dit, et récupérera toutes ces questions. Elle les posera aux intervenants en fin de présentation ou au cours de la présentation si la nécessité l'impose. Donc là, je passe la parole à Antoine qui va faire la présentation de nos deux intervenants. Oui, bonjour à tous. Merci Emmanuel pour cette introduction. Donc, on est ravis de vous retrouver pour ce deuxième Club Propial de l'année, qui est donc une co-organisation entre la Chambre de commerce et d'industrie Strasbourg-Bas-Rhin, l'INPI et l'I2EPI. Pour ma part, donc, je représente l'I2EPI, organisme de formation dédié à la propriété intellectuelle. Donc, je suis ravi de pouvoir animer et modérer cette intervention sur un thème qu'on ne connaît pas toujours très bien. C'est vrai que la cartographie, ça fait plusieurs années que ça existe, mais on est souvent très peu à avoir eu l'occasion de l'utiliser et de la mettre en œuvre, d'où l'intérêt de ce Propial où vont se succéder en fait deux intervenants. D'une part, Erwan Chapelier de l'INPI, je vais revenir pour le présenter plus en détail, qui donc est au sein de l'INPI le responsable de cette prestation de service qui est tout à fait intéressante, qui a été développée maintenant depuis 2-3 ans, c'est assez récent. Et puis Pablo Jordan, qu'on remercie d'être parmi nous, qui est donc une entreprise basée dans le Bas-Rhin, pas très loin d'ici, et qui a bénéficié de cette prestation et qui nous expliquera pourquoi il a choisi d'en bénéficier et en fait, qu'est-ce que ça lui a apporté. En quoi finalement ces outils de cartographie lui permettent de mieux mettre en œuvre sa politique de protection industrielle et de l'adapter au mieux. Je précise également, c'est un peu un effet de hasard, mais que pour ceux d'entre vous qui voudraient, à l'issue de cette présentation, aller plus loin, l'I2EPI organise cette semaine, le 1er et 2 juillet, une formation de 2 demi-journées en visioconférence sur la cartographie. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la conversation si jamais certains d'entre vous souhaitent aller un petit peu plus loin. Alors, on va avoir donc 2 interventions successives environ d'une vingtaine de minutes. Comme vous le disait Emmanuel Azer, de préférence, on va laisser les interventions se dérouler. Donc, n'hésitez pas dans le petit onglet conversation en haut à droite de votre fenêtre de poser vos questions. Si jamais il y a une question qui est relative à un problème de compréhension d'un élément que l'un des intervenants vient de formuler, à son âge, bien sûr, j'interviendrai pour lui demander de préciser. Voilà. Mais sinon, dans la mesure du possible, on laissera les 2 interventions et donc ça nous mènera vers environ 17h45 et ce qui permettra ensuite d'avoir un temps de questions-réponses qui pourra être utile pour les uns et les autres. Alors,
On va démarrer donc cette intervention par une présentation de ce qu'est cet outil cartographie. Hein, et pour démarrer cette présentation, on a le plaisir d'accueillir Erwan Chapelier. Erwan Chapelier est ingénieur. Hein, il a fait une formation d'ingénieur à l'INSA Strasbourg, puis ensuite il a eu un master, il a passé un master en propriété industrielle et il est maintenant depuis près de 20 ans à l'INPI. Hein, pourtant, il nous paraît bien jeune, mais voilà, une vingtaine d'années à l'INPI, plusieurs responsabilités, examinateur brevet, en charge d'un certain nombre de projets européens, également coordonnateur pendant quelques années du Comité national anti-contrefaçon. Donc, Erwan connaît très bien la propriété industrielle et donc, depuis maintenant un peu plus d'un an, Erwan est en charge de cette nouvelle prestation de service proposée par l'INPI. Hein. L'origine de la prestation était de dire finalement la cartographie c'est intéressant, mais c'est très cher et très coûteux. Et donc, seuls quelques très grands groupes peuvent se l'approprier. Et l'INPI a fait le choix d'acheter ces outils, de s'y former et de proposer à des PME une prestation d'utilisation de ces outils à des tarifs vraiment très attractifs. Et c'est pour ça que c'est intéressant de mieux connaître cette prestation. Voilà, Erwan, je te passe la parole pour ta présentation. Un grand merci pour cette introduction, Antoine. Un grand merci aux partenaires également pour l'organisation de cette conférence. Et puis aujourd'hui, effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet sur ce que sont les cartographies de brevets, des outils qui sont extrêmement puissants pour commencer à y voir clair dans les océans de brevets qui nous entourent. Alors, je vais partager avec vous un petit morceau de ma présentation, partager l'écran. Voilà, hop. Normalement, vous devriez pouvoir voir. Alors, précisez-moi si vous voyez quelque chose qui est plein écran ou si il y a un fond noir qui apparaît encore. Pour l'instant, nous ne voyons rien. Ah, ça c'est contrariant. Voilà, et là ici, toujours pas, ok, c'est que l'informatique nous fait quelques siennes, mais ça devrait être une formalité. Voilà, ça devrait être beaucoup mieux à partir de là. Voilà, parfait. Merci. Merci pour le retour. C'est toujours un petit peu délicat de mettre en route ces choses-là. Donc la cartographie, modestement, la puissance du big data brevet pour votre stratégie d'innovation, c'est bien l'ambition de ce type d'outil. Alors en fait, en réalité, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que sur le marché, déployer une stratégie de propriété intellectuelle ou a fortiori une stratégie brevet, c'est comme faire une partie de Go. On place quelques éléments, quelques protections sur des inventions, et puis on finit par conquérir des territoires. Il y a des exemples très très fameux de sociétés qui développent des stratégies monopolistiques sur certains produits phares, et puis généralement construisent des champs de brevets autour de ces sujets. Et en fait, l'ambition des cartographies, c'est de pouvoir rendre visible ce type d'exercice, à la fois quand c'est à un stade monopolistique des signaux forts, tout de suite identifiables sur des cartes, mais également à des échelles plus fines, détecter des signaux faibles de comportement du marché ou de l'innovation en général. En réalité, il y a des océans de brevets qui nous entourent. Il y a eu 3,3 millions de brevets déposés en 2018, 140 millions de documents de brevets dans les bases. C'est, quel que soit le domaine, quelle que soit l'activité dans laquelle vous œuvrez, il y a forcément une certaine quantité de brevets autour de votre activité. Et donc, de fait, ça suppose d'en prendre connaissance parce qu'ils sont autant de risques que d'opportunités. Ce qui est intéressant en matière de brevets, c'est que les brevets, c'est relativement cher. Et donc, derrière chaque brevet, c'est pas un inventeur ou un entrepreneur qui s'est levé le matin et puis qui a déposé un brevet. Il y a un investissement fort, donc il y a forcément une chaîne de décision. Et donc, derrière chaque brevet, il y a forcément des éléments de stratège qui rendent derrière l'apparition de ce brevet sur le marché. Et donc, de fait, c'est intéressant de s'intéresser au brevet ou d'avoir une lecture du marché de l'innovation à travers les brevets, puisque en fait, on peut y lire directement les stratégies d'entreprise. Voilà, l'exemple assez classique, c'est de dire que voilà, il y a interroger les bases brevets, c'est un révélateur des stratégies. Alors, pour faire un parallèle assez immédiat dans l'exercice que je vais vous présenter à savoir cartographie, on fait tous de la cartographie tous les jours, sans s'en rendre compte presque. L'usage simplement de Google est assez révélateur sur le sujet. Je cherche des restaurants, par exemple, autour de l'INPI, au 15 rue des Minimes.
je tape un périmètre restaurant et j'obtiens un certain nombre de restaurants. Si je veux affiner ce périmètre, je peux dire je veux des restaurants uniquement bien notés, j'obtiens en fait un set de points mis en lumière qui est plus faible que le périmètre initial. Je peux également préciser ce périmètre en disant je veux un restaurant espagnol, et là j'ai qu'un seul restaurant où déguster quelques tapas à côté de l'INPI, et donc ça là m'allume un seul point. Photographier, c'est faire parler données, donc établir une stratégie permettant de déchiffrer une carte. Dans le cas de Google Maps, le périmètre, c'est les adresses de restaurants, et les angles d'attaque, c'est les avis et types de restaurants. Du coup, il en découle un corollaire assez naturel qui vient de se poser quelle est l'adresse d'un brevet et quels sont les angles d'attaque d'un brevet. En l'occurrence, pour tous ceux qui sont familiers avec les brevets, hop, pardon, je reviens à ma présentation puisqu'elle a sauté. Hop. Pour ceux qui sont familiers avec les brevets, vous trouvez là ici une demande de brevet d'invention. C'est une invention relativement sommaire puisqu'il s'agit d'un piège à souris, mais on se pose la question de savoir quelle est l'adresse de ces inventions ou des inventions de ce type. Elle est toujours renseignée par la classification internationale des brevets A01N2324. J'ouvre ce tiroir de la classification et je vais trouver tous les brevets relatifs au piège à souris. La classification internationale des brevets, elle est relativement bien fournie puisqu'il y a 65 000 entrées dans cette classification. Elle est aussi régulièrement rediscutée et remise à jour. Et de fait, on retrouve tout le champ des technologies. Donc, ça va de choses aussi simples que le piège à souris aux technologies piézoélectriques pour pousser de l'encre dans les imprimantes jet d'encre à des sujets aussi complexes que la biochimie, la génétique. On retrouve des choses vraiment très très précises. En tout cas, le nombre d'entrées permet de couvrir tous les domaines. Quand il s'agit d'angle d'attaque, eh ben, l'information brevet, c'est une information qui est relativement riche, avec beaucoup de champs classifiés. Donc notamment, on peut retrouver par exemple la date de dépôt, du demandeur, des inventeurs, des mots-clés apparaissant dans le titre, l'abrégé. Et tout ça, ça constitue autant d'entrées pour pouvoir préciser ou mettre en lumière certains brevets parmi d'autres. Alors, avant de vous présenter une cartographie, je lève juste un petit hiatus qui existe en français. C'est qu'en fait, on peut parler de cartographie pour deux choses qui sont différentes. Vous pouvez entendre parler des acteurs qui vous parlent de cartographie en vous présentant en réalité des infographies. Ça peut être très intéressant, on peut tirer des informations assez substantielles sur le comportement d'un marché, et ça ressemble plutôt à ça. Et aujourd'hui, ce dont on parle, c'est plutôt des cartographies, c'est-à-dire ce type de carte d'état-major, où en fait, les logiciels de cartographie qu'on utilise vont essayer de sectoriser des îlots technologiques. Ces îlots, ils vont avoir une hauteur qui va dépendre en fait de la concentration du nombre de brevets dans ce type de technologie. Et puis de cette répartition, on peut commencer à déduire sur un volume très important de brevets, généralement à partir de 2 ou 3 000 familles, un comportement de l'innovation sur un marché donné. Donc ce que j'ai à gauche s'appelle souvent patent mapping en anglais, et ce qu'on a à droite, c'est patent landscaping. Alors, venons-en à l'exercice d'interprétation d'une cartographie, puisque c'est bien ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir, ce sont des outils qui répondent généralement à des questions stratégiques. Donc, en l'occurrence, une question qui vient assez souvent quand on a des acteurs sur le marché, c'est de savoir mais qui sont mes concurrents. Alors, qui sont mes concurrents? Sur cet exemple-là, on a cartographié en fait le domaine des fibres textiles. Donc, c'est une société qui avait en réalité 5 brevets et qui avait besoin d'avoir une vue sur son positionnement par rapport aux autres acteurs du marché. Alors, quand on prend le périmètre des fibres textiles, on découvre ici sur ces différents champs sectorisés, en haut à gauche, l'application classique des fibres textiles, techniques en l'occurrence, tout ce qui est fibre de carbone. Et puis ensuite, vous avez tous les matériaux anti-feu. Après, il y a toutes les machines de tissage dans la partie centrale, et puis un certain nombre d'applications de ces fibres textiles dans l'aéronautique, l'automobile, les équipements, les freins, les piles à combustible, les batteries. Et donc, l'enjeu ici, c'est que nous étions en face d'une société qui avait 5 brevets et souhaitait surtout répondre à une de ces questions stratégiques, à savoir connaître ses concurrents chinois et américains. Donc sur la carte, les points rouges et les points verts correspondent à cet élément qui a été mis en lumière, à savoir en rouge les brevets chinois, en vert les brevets américains. Et donc du coup, sur la carte, on place naturellement les brevets de la société, les brevets chinois et américains, et ça permet de répondre plus précisément à la question stratégique de la société. Quel est mon positionnement vis-à-vis de mes technologies, vis-à-vis de ces acteurs-là, parce que j'envisage notamment de partir à l'export et j'ai besoin de savoir où est-ce qu'il y a le risque d'avoir le plus de frottement, de friction avec des acteurs qui auraient des brevets sur des technologies proches des miennes. Donc en l'occurrence, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'autour du brevet numéro 3 détenu par la société,
on a pu observer une zone de brevet qui avait été placée proche du brevet de la société. Et donc, du coup, elle est plus, en un seul clic, on peut lui extraire naturellement une liste de ses brevets, ce qui lui permet d'avoir une vue un peu plus précise sur les risques de frottement sur ce type de technologie. L'enjeu des cartographies, et c'est toute la puissance des outils de Big Data qu'on utilise, c'est que quand vous avez deux points qui sont proches l'un de l'autre, il y a de fortes chances que ça parle de la même chose, en tout cas de technologies assez proches. Et effectivement, on peut avoir une lecture éclairée de ce type de carte que si ce critère est quand même bien satisfait. Et c'est tout un travail avec la stratégie de recherche que de rendre ça lisible. Sur cet exemple, on peut en prendre une autre question assez classique que se posent les entreprises, c'est que font mes concurrents? Je disais à l'instant que les cartographies étaient des outils de lecture des stratégies d'entreprise. En fait, c'est une réalité sur un autre exemple qui est celui-ci, à savoir le domaine de l'électroménager. Donc, vous retrouvez sur cette carte, on a constitué une stratégie de recherche qui visait à cartographier tout ce qui est sur les étagères de Darty et la Fnac. Et on retrouve donc naturellement des technologies correspondant à ce qu'on y trouve, à savoir en haut à gauche les phares passés, les machines à café, les appareils de cuisson, les sèche-cheveux, les sèche-mains. Et puis en bas, plutôt des choses relatives aux aspirateurs et ventilateurs. Et puis, quand on fait apparaître comme angle d'attaque deux sociétés bien connues du domaine, donc là on a choisi de façon comparée, utiliser les cas de Seb et Dyson, vous retrouvez bien sûr les dépôts de chacun sur leurs principaux produits. Ces deux acteurs qui sont finalement pas dans une concurrence très forte d'un point de vue technologique, il y a une ligne de démarcation assez nette qui sort, avec bien sûr le monopole constitué par Dyson sur les aspirateurs Cyclone, un développement dans le domaine des ventilateurs également, et puis de petites zones technologiques pointues sur les moteurs dans la partie haute, et puis l'autre société française qui est plutôt sur le reste des produits électroménagers. Donc d'un côté, on a Dyson, majoritaire dans les aspirateurs et ventilateurs, de l'autre côté, Seb sur les autres produits électroménagers. En réalité, ce que je vous dis là se nuance un petit peu, puisque vous pouvez voir des petits points technologiques rouges de chez Dyson dans les machines à café, et puis quelques autres zones. Et puis, vous avez également Seb qui a aussi quelques points technologiques dans les ventilateurs et sèche-cheveux. En l'occurrence, ça correspond à des explorations technologiques du concurrent dans le champ de l'autre. Et forcément, d'un point de vue stratégique, c'est intéressant à suivre et à surveiller, puisque techniquement, ça va révéler ce qui pourrait émerger sur le marché. De plus, quand on regarde comment se comportent ces acteurs, on voit que c'est des acteurs qui sont quand même très connaisseurs de la propriété intellectuelle, puisque quand Dyson essaye de faire une machine à café, eh ben, il ne fait pas un brevet exactement dans le champ de Seb, il le fait dans une zone un peu périphérique. De la même façon, Seb, lorsqu'il met au point un ventilateur en bas à droite, on peut observer que les brevets sur les ventilateurs de Seb, ils ne sont pas au milieu du champ de mine de ventilateurs de chez Dyson. C'est en périphérie, autour, c'est-à-dire des technologies qui sont des ventilateurs, mais qui explorent des voies technologiques alternatives. Et donc, de fait, ça, c'est des éléments à surveiller pour l'un et l'autre concurrent, puisque techniquement, si jamais une de ces technologies apporte un niveau de performance supérieur, déclassifie la technologie de celui de l'acteur majoritaire, ça peut être le nouveau standard de demain. Et s'il s'y est bien débrouillé, il peut asseoir un nouveau monopole bien constitué, puisque de toute façon, ce n'est pas un brevet qu'il y a, c'est toute une série. Et donc, c'est des éléments de stratégie forcément à suivre. Pour vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire comme type de réponse, hein. Généralement, les questions auxquelles on répond, c'est qui sont mes concurrents? Quelles inventions sont-ils en train de développer? Quelles sont les tendances R&D dans un secteur? Où puis-je trouver la solution technologique dont j'ai besoin? Dans une logique de partenariat, on peut essayer de voir quelles sont les technologies qui sont proches des vôtres, notamment par exemple, un projet H2020, ça peut être intéressant d'identifier les instituts universitaires européens qui travaillent sur des technologies proches des vôtres. Des fois, c'est plus pertinent de se rapprocher l'université de Pologne plutôt que de l'université de Strasbourg, qui potentiellement, en Pologne, détient des brevets qui sont proches de vos technologies. Et pour répondre à un projet appel d'offres H2020, ça peut être intéressant. On peut essayer d'évaluer le degré d'originalité de la technologie sur laquelle on travaille, dans le sens où est-ce qu'elle s'inscrit dans une mouvance de dépôt important, ou est-ce qu'au contraire elle est dans une zone de mer, une zone de faible concentration de dépôt, avec une technologie très différenciée. On peut essayer d'évaluer, que je fais la recherche publique dans mon domaine, qui est souvent en amont en fait, des approches applicatives. Donc ça permet aussi de savoir comment
avec qui on s'associe ou quelle technologie acheter en licence, avec qui devrais-je collaborer. Et puis bien sûr, c'est un instrument visuel pour pouvoir rassurer ses investisseurs. On a déjà fait par exemple des cartographies pour des startups françaises qui ont pu démontrer que l'ensemble de leur portefeuille technologique était dans une zone de mer, zone de faible concentration de brevets, ce qui est un signal fort pour dire d'abord, on est dans une zone où il y a peu d'acteurs, on a toutes les technologies sous forme de brevets dans notre portefeuille, et donc on est dans une position favorable pour pouvoir développer une technologie et un futur monopole, un peu comme Dyson a pu le faire peut-être au début de son aventure entrepreneuriale. Le bon moment pour faire ce type de prestations, c'est dès qu'on est sur de l'investissement en R&D ou en développement commercial. Voilà, c'est le moment où on met de l'argent sur la table, on a besoin d'un maximum d'informations pour attendre le meilleur rendement de son investissement. Et donc, de fait, cette masse d'informations, elle peut vous être fournie, entre autres, par de la cartographie. En tout cas, ce que vous fournira de la cartographie, ce sera forcément très révélateur. Et en développement commercial, c'est notamment dans une logique d'export, puisqu'on va pouvoir comparer le comportement des différents pays et leur tendance de dépôt. Sur le processus selon lequel ça se passe à l'INPI, généralement, la société rencontre un chargé d'affaires, il y a un besoin de cartographie qui émerge de la conversation, il y a une mise en relation avec la direction des brevets pour pouvoir trouver un ingénieur spécialisé sur le domaine. Alors à l'INPI, on a la chance d'avoir une centaine d'examinateurs brevets, tout confondus. Ces examinateurs ont fait de leur quotidien l'examen des brevets sur ces technologies précises, donc c'est forcément des interlocuteurs qui parlent le langage de votre domaine, donc ça c'est toujours un plus. Et puis ensuite, on définit ensemble ce périmètre sur mesure avec les bonnes classifications, les bons mots-clés, et puis on révèle les angles d'attaque d'intérêt. On produit une étude, il y a une visioconférence qui ensuite commande l'étude et puis permet d'explorer en live le logiciel, donc on peut vraiment voir ça, puis ensuite on complète notre étude avec les compléments d'informations qui sont issus de la discussion qu'on a eue lors de la visioconférence. En réalité, la visioconférence est vraiment utile puisque vous connaissez bien votre domaine, donc vous arrivez avec les questions les plus pertinentes, et nous, on peut traduire vos questions en une stratégie de recherche ou avec un bon paramétrage du logiciel, et c'est à ce moment-là, ensemble, qu'on a tiré des conclusions sur ce qu'on voit sur ces cartes. Le tarif de cette prestation est de 3 600 € avec une possibilité de financement à 50% avec le pass-pays. C'est également éligible au chèque relance export, ce qui permet d'alléger tout simplement la note. Voilà, et donc je vais, avant de passer aux questions-réponses qu'on reporte plutôt pour tout à l'heure, laisser la parole à DreamPath, Pablo, qui a été un de nos clients et avec lequel on a pu investiguer son domaine pour regarder plus en détail. Merci beaucoup, Erwan, pour cette présentation tout à fait intéressante. Donc, on voit déjà un peu mieux ce qu'est une cartographie. On comprend bien que c'est un outil très intéressant pour mieux comprendre quel est l'environnement concurrentiel dans lequel on évolue, où est-ce que nos concurrents déposent des brevets, et puis également pour identifier des partenaires potentiels ou des tendances technologiques, notamment avec la recherche publique. Alors, on voit qu'on a un budget de 3 600 €. Il peut y avoir un ticket modérateur de 50%, notamment pour les PME, qui ramène à 1 800 €. 1 800 €, ça peut paraître encore relativement élevé pour une PME, pour une prestation destinée à mieux connaître ses concurrents et son environnement pays. Alors, justement, ce qui va être intéressant avec l'intervention qu'on va avoir maintenant de Pablo Jordan, c'est effectivement de voir du point de vue d'une PME, finalement, quel type d'information on a, qu'est-ce que ça apporte, comment ça peut enrichir la stratégie propriété intellectuelle, et puis finalement de comprendre dans quel contexte cet investissement peut valoir la peine d'être mis en œuvre. Alors, pour justement mieux découvrir les intérêts d'une prestation de cartographie, donc on va avoir le témoignage de Pablo Jordan, qu'on remercie d'être parmi nous, qui donc dirige une société, une PME,
hein, dans le domaine de la santé qui s'appelle DreamPass Diagnostic, hein, c'est une société qui est leader mondial, mais dans un domaine très pointu qui est la traçabilité des échantillons biologiques dans les laboratoires d'anatomie pathologique, hein. Donc, c'est un domaine un petit peu pointu, hein. Vous nous donnerez quelques précisions, Pablo, sur ce domaine-là. Et vous-même, bah, vous avez une longue carrière, hein, dans le domaine de la santé, hein. Vous avez eu des responsabilités de direction dans des sociétés telles que Roche, Biomérieux, GSK, et donc maintenant à la tête de DreamPass Diagnostic. Donc, vous avez fait le choix en tant que dirigeant de DreamPass, de faire appel à l'INPI, hein, pour mettre en place une cartographie brevet dans votre secteur. Donc, bah, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez fait cet investissement, qu'est-ce que ça vous a apporté, est-ce que vous estimez que ça vaut la peine. Voilà, on vous écoute, Pablo. Merci Antoine, Emmanuel, Erwan et tous les partenaires pour l'introduction et pour l'opportunité de vous présenter un peu notre expérience. C'est vrai que ça fait déjà, cette année, ça va faire en fait nos 10 ans, donc on n'est plus tout à fait une start-up, on est toujours une PME. Effectivement, comme vous disiez Antoine, on est dans une niche, mais on a pu se développer, je dirais, pas mal. Et on a toujours eu, je dirais, la propriété intellectuelle qui a été un peu au cœur de nos décisions. Et c'est ce que je vais vous raconter de suite. Donc, je vais partager mon écran. Tchouk. Et vous allez me dire si vous voyez 2 secondes. Voilà. Est-ce qu'on peut voir? Ouais, c'est parfait, Pablo. Tu es en plein Super. écran, merci. Super. Je vais juste me couper juste un truc. OK. Allez. Donc voilà. Alors, DreamPass Diagnostics et le sujet de la cartographie des inventions qui a très bien expliqué Erwan. Et d'ailleurs, ça m'a aidé à ma suite de mon aventure. Je vous raconte un petit peu plus tard. Donc, comme introduction, vous expliquez un peu notre secteur d'activité, donc l'anatomie pathologique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une discipline médicale qui consiste à examiner les tissus et d'autres types d'échantillons, notamment humains, mais ça peut être aussi vétérinaire. Mais c'est essentiellement pour établir les diagnostics de différentes maladies. Ça peut être le cancer, l'Alzheimer, différentes maladies dégénératives, beaucoup autour des greffes d'organes, etc. Donc, essentiellement, c'est un médecin, un anapathe en l'occurrence, qui va regarder soit un organe, la morphologie, ou de façon plus, on va dire, moléculaire, donc les structures, ce que vous voyez donc sur votre droite de l'écran. Et ça va les aider à mieux comprendre quel type de maladie on a, dans quel stade. Et puis, on va pouvoir fournir de plus en plus des outils pour les oncologues, radiologues, etc., pour radiothérapeutes, etc., pour donner le bon traitement pour les patients. Donc, tout traitement d'un patient, notamment dans le domaine du cancer, mais ça va commencer par un échantillon. On le voit aujourd'hui, je dirais, on les connaît maintenant très, très bien, je dirais, hélas, par rapport au Covid, on a tous eu des tests PCR. Donc, bon, voilà, il y a un échantillon, d'accord. Là, ici, c'est pareil, simplement, c'est des biopsies, etc. Donc, ça, c'est notre domaine d'activité. Alors, nous nous sommes créés en 2011. Donc, comme je disais, on fête nos 10 ans. Et malgré notre, je dirais, jeune âge et encore une taille, je dirais, modeste, on est quand même leader mondial dans cette niche. C'est une industrie que nous avons créée. Nous avons attiré je dirais, des concurrents de différentes tailles. J'en reviendrai. Et bon, on est fiers de cela, d'avoir été, je dirais, première dans les marchés à 2 occasions, d'avoir créé une industrie. Mais effectivement, ceci, je dirais, amène des challenges je dirais, pour moi comme dirigeant et mes collègues dirigeants, de se positionner, de comment, je dirais, développer ces marchés. Donc, nous avons 4 piliers. Donc, d'un côté, on a un business model, je ne vais pas rentrer aujourd'hui, avec une grande visibilité sur les longs termes.
On a une très bonne performance commerciale avec une présence dans plus de 40 pays. Et là, bien entendu, la propriété intellectuelle étant très importante pour essayer de décourager, je dirais, des nouveaux entrants, etc. Et je dirais deux grands piliers autour de l'innovation. Donc, nous sommes essentiellement une boîte R&D. Et puis, des fortes barrières d'entrée, notamment autour de notre stratégie en propriété intellectuelle. Alors, avant de parler de la cartographie, et s'il y a des collègues entrepreneurs qui m'écoutent, ils sont un peu dans cette optique de se poser la question s'ils font ou pas une cartographie. Je dirais que avant tout, il faut que quand même il faut définir son stratégie en propriété intellectuelle. Il faut que elle va être vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise. Si nous sommes une entreprise de l'innovation, peu importe les secteurs, et on en a vu deux que Erwan nous a tellement bien présenté, peu importe son secteur, de nos jours, je pense qu'en général, le succès vient via l'innovation, je dirais, pour bouger les lignes, bouger les status quo, pénétrer un marché ou créer un marché, c'est toujours avec de l'innovation. Clairement, notamment en France ou en Europe, où je dirais, c'est pas avec le prix qu'on va devenir, je dirais, intéressant, ou c'est pas avec le prix qu'on va gagner. Donc, c'est par rapport à une expertise, l'innovation. Et donc, quand on développe des idées, des produits, etc., mon conseil premier d'aujourd'hui, en termes je dirais des patrons d'entreprise, c'est avoir vraiment une propriété intellectuelle. Alors, à nous, ça nous a permis, et sans doute il y a d'autres éléments, mais à nous, ça nous a permis, je dirais, deux choses essentiellement. La première, c'est de créer des barrières pour des concurrents, ce que j'appellerais sérieux. On va toujours avoir des copycats, des gens qui vont nous copier d'une façon plus ou moins, je dirais, pertinente, etc. C'est comme ça. Et au début, la première fois que ça nous arrive, donc on passe plusieurs nuits à ne pas dormir et tout ça, mais on s'y fait. Et moi, j'ai dit toujours le même exemple. Si j'essaye de copier, d'aller au Louvre et copier, je dirais, la Mona Lisa, je ne vais jamais faire si bien, même très très loin. Donc voilà, c'est pareil pour nous tous entrepreneurs. Donc je pense qu'il ne faut pas se faire de mauvais son. Par contre, cette stratégie en pays permet à des concurrents sérieux de ne pas venir, je dirais, nous embêter parce que eux s'exposent à des procès, ça va être pour eux plus facile à la limite de racheter une entreprise plutôt que la copier. Et puis, pour des startups ou des gens sans entreprise, clairement, elle leur monte la valeur et sans doute, il y a des gens qui m'écoutent qui soit ont levé des fonds ou soit vont lever des fonds. C'est notre cas à plusieurs reprises. Et puis, clairement, cette partie, je dirais, génère une valeur ou en tout cas ne le fait pas perdre. Parce qu'on peut être une entreprise très attractive, mais si on n'a pas, je dirais, des brevets, bah, peut-être notre valorisation d'entreprise va être moins importante, etc. Alors, ça, c'est le premier, je dirais, entre guillemets, conseil. Le deuxième est qu'il faut trouver le bon partenaire. Donc, il y en a un certain nombre. Nous, on travaille très prochement avec le cabinet Blaise Poupon depuis le début de notre aventure. Donc, je vous invite à aller à votre conseiller de l'INPI qui vous trouve, je dirais, le partenaire qui peut vous suivre. La paye, c'est un système quand même, enfin, c'est un univers très complexe, très, très complexe. Je l'ai appris. Il y a un langage très complexe. Bon, moi-même, je ne suis pas français, comme vous pouvez le remarquer, mais je dirais, c'est un peu comme les notaires, quoi. Ils ont quand même une façon de parler qui est quand même difficile. Donc, il faut essayer déjà d'apprendre un peu le processus, de créer un brevet, etc.
Et donc, il faut vraiment soit un consultant, soit un cabinet, etc., qui aide, je dirais, la direction générale à comprendre au début simplement le langage, d'accord? Après, la première fois qu'on fait qu'on crée un brevet, donc on voit une espèce de gâteau dur, difficilement compréhensible, d'accord? Mais c'est comme ça, et c'est pour ça qu'il faut des gens comme Erwan qui sont capables d'écrire dans ces langages-là. Autre chose très importante, il faut que la direction générale soit vraiment impliquée. Alors, si c'est quelqu'un dans un département sans trop de pouvoir, ou trop de budget, etc., je dirais que ça va pas le faire. Et très vite, la direction générale va dire, mais c'est quoi ces trucs, ou c'est quoi ces coûts? Parce que, comme Erwan disait, effectivement, les brevets ont un certain coût. Dans la vie du brevet, quand on le fait en Europe, aux États-Unis, en Asie, chaque pays a des redevances et très vite, c'est un coût, c'est un investissement, je dirais plutôt, mais ça représente un chiffre en euros qui n'est pas négligeable pour toute taille de boîte, hein, mais notamment pour des boîtes, on va dire petites, comme c'est celle de notre cas, c'est quand même un budget. Donc, il faut que la direction générale soit impliquée dans la décision, dans les choix du cabinet et je dirais dans les jours à jour presque dans les réunions importantes, de créer un brevet, etc. Donc, nous savons, comme je disais, je remercie vivement. Donc, au début, on travaillait avec M. Pierre Petit, qui fait plus partie du cabinet, mais je travaille depuis très longtemps avec Catherine Hugues. Donc, merci Catherine, je pense que tu dois être en train d'écouter. Et ça, c'est pour le parti brevet. Et il y a aussi une partie qu'aujourd'hui, on ne parle pas trop, mais il y a aussi une partie très importante, la partie marque, avec laquelle votre cabinet de votre choix va pouvoir vous aider aussi. Et nous travaillons avec Caroline Delenio qui nous aide aussi énormément. Donc, l'IMPI, je pense qu'il joue aussi un rôle important. Donc, je vous invite à vous rapprocher d'eux. Nous, notre contact, que je remercie aussi, c'est Aurore Allègre. Donc, qui a un rôle important de communiquer, de faciliter l'accès. Il y a toujours des subventions. Il y a, je dirais, toujours des astuces pour diminuer la note et un peu aider l'entrepreneur à se mettre dans un premier pas dans cet univers qui est, j'insiste, complexe et un vocabulaire très complexe, en tout cas à mon avis. Alors, dans notre cas, donc bon, je dirais ça a un intérêt limité, je pense que pour vous tous, mais je dirais grâce à cette stratégie en pays que nous avons mis, nous avons quand même eu, je dirais, un fruit important puisqu'on a créé un certain nombre de brevets. J'insiste, un cabinet totalement important pour les suivis, les taxes et tout ça. Il y a tout le temps quelque chose à faire dans un brevet. C'est comme un bébé. Il faut s'en occuper. Euh, enfin, nous, on utilise le service aussi de la veille des brevets pour regarder un peu qu'est-ce qu'ils font nos concurrents. Donc, on sélectionne un ou deux qui puissent potentiellement nous embêter. Et donc, on peut regarder durant la période, je dirais, une fois que le brevet est publié. Donc, il y a une période, et Erwan pourrait parler beaucoup mieux que moi, dans laquelle on peut contester les brevets. Et donc, c'est toujours intéressant. Voilà, et si on estime que ce brevet n'est pas pertinent, donc on a l'opportunité, on va dire, de l'annuler. Et je peux peut-être dire une bêtise, mais Erwan pourrait me corriger tout à l'heure. On peut aussi le faire de façon anonyme, donc on n'a pas besoin que ce soit notre société qui le fait, donc on peut utiliser je dirais un tiers qui fait ce processus pour pas non plus aller, je dirais, de façon trop frontale avec ces gens. Ils font aussi la défense des brevets. Donc, dans notre cas, on a gagné un procès en Chine contre un contrefacteur chinois. Donc, là, j'ai dit, comme notre ami Obama disait, yes, we can. Donc, ça coûte un peu d'argent, mais j'encourage, si on est sûr de notre, je dirais, qu'on est dans notre droit, j'invite tout le monde à se battre. Nous, on l'a fait, ça coûtait plusieurs
dizaines de milliers d'euros, je pense presque 30 000 euros, mais on en a gagné. Et puis, ils nous sont mis aussi en relation avec la police aux frontières, la Directe, etc., différents organismes gouvernementaux qui nous ont aidés dans d'autres, quand on a eu, on va dire, des problèmes de contrefaçon, etc. Donc, j'insiste, un univers complexe et l'IMPI et les cabinets de votre choix peut toujours vous aider. Alors, donc à un moment donné, en 2019, donc l'IMPI, donc Aurore, nous a parlé de cette cartographie. Donc, moi, j'avais entendu parler d'aller passer de cartographie, mais plus d'entreprises pour voir un peu, je dirais, dans l'inquisition des entreprises, etc. Et donc, j'ai tout de suite adhéré, j'ai tout de suite vu je dirais, l'intérêt. Donc, effectivement, nous avons eu ces fameux passe pays. Donc, on n'a payé que la moitié. Donc, c'était très bien. Et donc, comme Erwan disait, c'est assez simple. Donc, il y a 3 étapes. Il y a une mise en relation avec l'IMPI, les contrats et tout ça. Donc, bon, ça peut durer un petit peu plus, mais c'est de quelques jours, ou 2 semaines, c'est pas énorme. Après, il y a cette réunion avec les gens de Paris, donc Erwan, son équipe, tous ces ingénieurs qu'on va essayer de les expliquer notre problématique, quels sont nos objectifs. On va choisir les mots-clés, donc voilà, les entreprises ou les domaines qu'on veut surveiller, etc. Après, eux, ils font leur sauce avec les logiciels qu'ils ont donc achetés, que c'est des logiciels très chers, effectivement, pas pour des petites structures ou des tailles moyennes comme c'est celle de mon cas. Et puis, il y a cette restitution orale et un certain nombre de fichiers. Donc, je remercie dans ces cas-là, c'était M. Gouragne et M. Azzopardi, qui c'est ceux qui ont fait un peu le travail d'analyse et de restitution. Alors, c'est quoi cette restitution? Donc, il y a un certain nombre des fichiers Excel, un certain nombre, je dirais, important, différents graphiques, différentes données pertinentes, et puis, comme Erwan disait, cette espèce de cartes qui vont découper, montrer où sont nos brevets par rapport à nos concurrents, si nos brevets sont dans des zones plus vierges des côtés des océans ou avec qui sont bondés des brevets. Donc, quels ont été pour nous les avantages de cette cartographie? Donc, la première, c'est que c'est très lisible quand même. Donc, on peut voir très vite où on se situe nos brevets, où se situent nos concurrents, etc. On peut anticiper un petit peu dans quel domaine nos concurrents travaillent, parce que entre le moment où on a mis un brevet, il va être visible donc dans la cartographie, et le moment où on voit un produit dans le marché, ça peut se passer un certain nombre de mois, voire d'années. Donc, on peut anticiper un certain nombre de choses, d'investissements commerciaux et autres. Et aussi, franchement, c'est un coût très bas, même sans le passe-pays, 3 600 euros. Je pense que c'est un investissement tout à fait convenable. Et puis, le travail de restitution est très rapide. Je ne me rappelle plus, mais bon, on parle de plusieurs semaines, 4-6 semaines. Enfin, ce n'est pas un grand temps, je dirais, c'est assez rapide. Après, point de vigilance ou je dirais, des mises en garde, entre guillemets, c'est que quand on a cette restitution, il faut quand même un temps, je dirais, de la direction ou des personnels de l'entreprise qui va gérer ça. Il faut un certain nombre de temps d'analyse, de compréhension, d'interprétation. D'accord? Donc, je dirais, il y a des points, il y a des graphes, des graphiques et tout ça, mais il faut quand même essayer de les interpréter et tout ça. Donc, ça peut prendre un certain temps. Je dirais, il faut presque revenir plusieurs fois parce que voilà, on mûrisse la chose. On a plein sans doute des données qu'on a pris dans des congrès en parlant aux employeurs, aux vendeurs et tout ça. Donc, tout ça
à petit, on sait créer le picture de mieux en mieux. Ça peut générer des doutes sur notre stratégie. Donc, ça n'a pas été notre cas, mais je peux m'imaginer si on est très anxieux comme patron, ce qui peut être parfois mon cas, ça peut nous générer des doutes. Punaise, est-ce qu'on est dans le bon créneau? Oh, tiens, il y a cette grosse entreprise qui a 10 brevets autour d'une autre. Punaise, enfin, voilà, ça peut créer des doutes. Donc, voilà, soyez sûr de vous-même. Et puis, bien entendu, c'est un instant T, c'est une photographie. Donc, on ne sait pas ce qui se passe depuis 6-9 mois parce qu'ils peuvent avoir eu des brevets entre-temps qui sont encore dans la période de ce qu'on appelle des secrets. Donc, il faut, je dirais, que cet exercice se fasse dans la durée. Donc, nous, on l'a fait en 2019 et on va le refaire par exemple cette année. Donc, je pense que c'est quelque chose que je dirais dans des plans d'entreprise de toutes les quand on fait les SBP, les Strategic Business Plans ou choses comme ça, chaque année ou toutes les 2 ans, au moins 2-3 ans, je pense que c'est un bon exercice à refaire, peut-être à rajouter dans certains domaines, certains nouveaux concurrents, etc., etc. Et pour finir ma présentation, pour réitérer, je dirais, nos avis et nos conseils comme petite entreprise et en toute je dirais, humilité. Donc, une vraie stratégie de propriété intellectuelle doit être vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise et de son innovation. Après, je pense que c'est très important l'accompagnement d'un cabinet. Franchement, sauf si on est Danone, je ne sais pas qui, ou Renault, on a vraiment besoin d'un cabinet qui va nous accompagner pour les raisons que j'ai expliquées. Et puis, en dernier point, effectivement, cette cartographie, c'est un outil très performant et très, très abordable pour nous aider, nous, entrepreneurs, essayer d'avoir des informations, des tendances et mieux cibler notre stratégie en innovation. Donc, voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup, Pablo Jordan, pour cette présentation très claire et tout à fait intéressante. Peut-être une toute petite question pour démarrer ce temps de questions-réponses. Pour votre entreprise, donc vous êtes une petite entreprise, je crois que vous êtes 40 collaborateurs, donc dans ce domaine de niche, comme vous l'avez dit. Est-ce que cet exercice de cartographie, ça a conforté des choses que vous saviez, que vous connaissiez ou dont vous aviez l'intuition, ou est-ce qu'il y a des éléments nouveaux que vous n'aviez pas identifiés, que la cartographie vous a permis de prendre connaissance, dont la cartographie vous a permis de prendre connaissance? Alors, je dirais, pour l'instant, vu qu'on est dans une niche, on est en train de créer cette industrie, c'est vrai qu'il n'y a pas eu des énormes surprises, mais ça nous a permis aussi de valider certains assumptions qu'on avait, certaines prépositions, je ne sais pas comment on dit, certains avis qu'on pouvait avoir. Donc, mais je peux m'imaginer que si c'est des industries plus mûres, des domaines un petit peu plus étoffés, ça va vraiment aider. Parce que c'est comme dit, c'est un outil. Moi, je suis en tout cas très fan. D'accord. Alors, je vois qu'il y a eu. Oui, pardon, Erwan. J'allais dire, j'aime beaucoup ce témoignage qui fait écho à notamment la stratégie pays au cœur de la stratégie d'entreprise. C'est quelque chose qu'on répète. Et j'aime bien notamment citer le directeur propriétaire de Philips à cet égard, qui dit une stratégie de business sans stratégie de propriété intellectuelle, c'est l'équivalent de pas de stratégie du tout. Et donc dans le cas de DreamPath, c'est quelque chose qui est vraiment perçu et qui profite à la réussite et à la pérennité de l'entreprise. Peut-être pour apporter quelques éléments en fait, qui est intéressant, citer le logiciel Clarivate Analytics qu'on utilise. Effectivement, on a choisi cette solution à pouvoir benchmarker plusieurs logiciels de cartographie. Le coût est inaccessible pour une PME, ça coûte environ 70 000 € par an l'abonnement. Et donc l'idée de l'INPI, c'était bien de le décliner sous forme d'une prestation de service accessible. On travaille sur des brevets publiés, puisqu'en fait, c'est de l'information publique, donc toujours 18 mois après le dépôt, le demande est publié, donc c'est important de savoir qu'on a ce petit décalage, mais qui n'est pas inquiétant en matière d'études des stratégies d'innovation, parce que 18 mois, c'est un temps finalement assez court quand on travaille sur des produits très technologiques. On réalisait vraiment la prestation en 2 mois, effectivement, ça c'était pour faire écho à
temps de réalisation. Et puis, lorsqu'on fait ces restitutions, on les fait généralement avec plein de gens autour de la table. Généralement, les entreprises invitent plusieurs responsables de business unit et chacun va de sa question et c'est d'autant plus enrichissant. Et je voulais juste terminer sur cette petite conclusion de l'intervention de Pablo. C'est sur la question des doutes. On a rarement élevé un doute lors de nos restitutions. Je dois avouer qu'il y a quand même, quand l'entrepreneur se lance, il a l'intuition que c'est souvent la bonne direction dans laquelle il se lance. Il y a quand même ce bon sens de l'entrepreneur. Et je trouve que la cartographie est un bon outil pour souvent confirmer ces bonnes intuitions-là. Donc c'est plutôt un outil qui, dans mon expérience, les résultats ont plutôt été des choses qui ont été rassurantes. Merci beaucoup, Erwan, pour ces précisions. Alors, il y a peu de questions dans le chat. Donc, ce que je propose, c'est que si l'un ou l'autre d'entre vous souhaitez poser une question, ben, vous levez la main et puis vous réactivez votre caméra et votre micro. Je vois que Laurent Nuss a levé la main. Donc, Laurent, je te passe la parole. Tu m'entends, Antoine? Oui, c'est parfait. Oui, merci. Non, je prends la parole pour animer un peu le débat. La cartographie, ça, je salue cet outil et la présentation était très intéressante et le témoignage de M. Jordan aussi. Après, par rapport au slide de M. Jordan, stratégie en pays, moi je réagis sur 2-3 points. Il est fondamental de travailler en partenariat avec un cabinet de pays, oui, mais c'est tellement évident. Là, je reviens, comme j'ai dit tout à l'heure cet après-midi, d'une grande entreprise en Allemagne. En Allemagne, ça ne fait même pas débat, c'est l'évidence même. Donc, ça me frappe toujours qu'en France, il faille répéter des choses aussi évidentes. Et vous avez dit, sauf si on est Danone ou Renault. Non, là, je suis pas d'accord. Danone et Renault ont des cabinets de pays. Donc, il y a 3 strates. Il y a les entreprises comme la vôtre, où vous faites entièrement confiance à un cabinet de pays. Et puis, il y a des grosses entreprises qui ont un service propriété industrielle et qui travaillent en synergie avec des cabinets. Vous avez écrit que c'est un domaine extrêmement complexe. C'est sans doute vrai, mais c'est aussi un peu, ça diabolise un peu la matière, je trouve, parce que je ne sais pas si votre domaine, à vous, est beaucoup moins complexe. Et je me suis souvent posé cette question. Est-ce qu'il y a des domaines qui ne sont pas complexes? Oui, c'est sans doute complexe, mais à mon avis, pas plus ni moins qu'un autre. Je dis ça parce que justement, les gens, ça leur fait peur et je ne crois pas que ce soit quelque chose de tellement plus complexe qu'autre chose. Et enfin, vous avez dit la direction générale doit être impliquée dans les décisions et dans le choix du cabinet de pays, etc. C'est sûrement vrai pour moi dans une PME, parce que là, c'est stratégiquement fondamental. On l'avait dit plusieurs fois, Antoine, avec Christian Brevard, qui s'était impliqué chez Brucker, lui-même, etc. Mais dans une plus grande entreprise, je pense qu'il faut l'appui de la direction générale. Elle doit être convaincue par l'API. Après, elle fait confiance, par exemple, à son service de pays et elle n'intervient plus dans le choix des cabinets, le cabinet chinois, le cabinet russe, le cabinet français. Elle fait confiance à son service. Donc la direction générale, je dirais, n'a pas forcément besoin d'être impliquée dans toutes les décisions, mais elle doit soutenir la politique pays de l'entreprise. Voilà, c'est quelques remarques que je peux faire. Merci Antoine. Merci beaucoup Laurent Nuss pour ce témoignage et effectivement ces indications. C'est vrai que c'est toujours une question, l'organisation de la propriété intellectuelle dans l'entreprise, son rattachement et la façon dont elle est mise en œuvre. Mais c'est vrai que s'il y a au moins un point qui doit rapprocher l'ensemble des entreprises, c'est qu'il faut à minima que la direction générale soit consciente des enjeux de propriété intellectuelle dans la définition de la stratégie. On est bien d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions parmi nos différents invités sur cette
thématique de cartographie qui finalement n'est pas si fréquemment utilisée. Donc, il faut que les entreprises se familiarisent à l'outil. Et c'est vrai que Erwan le rappelait, hein, un outil comme ça, c'est un abonnement annuel de 70 000 €, sans compter l'investissement de formation d'une personne en interne pour le manipuler, l'utiliser. Donc, très clairement, ça n'est pas à la disposition d'entreprises de taille moyenne ou de petite taille. Et c'est vrai que on est, je pense, un des seuls pays européens où l'Office national a fait ce choix d'investir dans un outil, de former des examinateurs à l'outil pour pouvoir finalement, sur des niveaux de tarification assez raisonnables, hein, 1 800 € avec le pass pays, utiliser cette cartographie. Donc c'est quand même très, très intéressant. Est-ce qu'il y a donc des réactions ou peut-être des précisions que certains d'entre vous souhaiteriez avoir? Oui, en attendant, Erwan, je t'en prie. Petite question, voilà, le coût de l'information qu'on retire des cartographies est sans commune mesure avec la valeur de l'information qu'on récupère. C'est-à-dire que techniquement, vous vous lancez dans une entreprise, vous ouvrez une boulangerie, vous allez consulter une cartographie pour pas ouvrir une boulangerie juste à côté d'un autre endroit où il y a une boulangerie. Vous allez chercher un endroit où il y a un peu de résidentiel, où il n'y a pas déjà une boulangerie qui est installée. Vous allez avoir ce raisonnement logique, cartographiable, visible avec Google Maps, c'est l'exemple que je donnais. Et quand vous investissez dans un secteur technologique, c'est exactement la même logique. Vous devez absolument savoir quels vont être vos voisins technologiques, qu'est-ce qu'ils vont faire, et savoir si vous allez pouvoir insérer en fait une technologie par l'entremise d'un brevet qui ouvre la voie du monopole pour une société, ce qui est forcément une solution confortable. Et la cartographie vont pouvoir vraiment vous renseigner là-dessus. Donc, ça me paraît incontournable à tout projet technologique. Et je trouve qu'en France, c'est vraiment une chance de pouvoir avoir ça à disposition. C'est-à-dire que quand on a découvert ce type d'outils qui sont largement connus dans les grands groupes, les grands groupes, ils utilisent ça depuis 10-15 ans, chaque fois qu'ils ont une question, pouf, ils font une carto pour voir ce qu'il en est, s'il faut faire de la fusion-acquisition, s'il faut racheter de telle boîte, s'il faut s'associer ou pas avec tel acteur. Ils ont tout de suite une vision qui leur donne des éléments de réponse pour pouvoir avancer dans la décision stratégique qui va forcément inclure des millions d'euros. Mais pour une petite société, c'était vraiment inaccessible. Et l'INPI démocratise ça, je crois que c'est une chance à saisir. Et surtout, notre vision, c'est que avec l'avènement du digital, ces types d'outils vont devenir certainement moins chers dans le temps. Et on trouve que c'est bien que les entrepreneurs français soient au courant ou familiarisés de ces outils-là pour prendre des décisions qui vont les avantager par rapport aux autres groupes étrangers qui vont forcément eux aussi acquérir cette information et avoir toujours une longueur d'avance sur des entreprises françaises s'ils ont finalement les informations que leur donne la cartographie. On dévoile des choses tout à fait étonnantes. Par exemple, on a déjà vu des phénomènes de spécialisation par pays. On a fait, par exemple, pour citer des domaines qu'on a cartographiés, on a fait une intervention dans le domaine du chocolat. Ah oui, le chocolat, il y a des brevets dans ce domaine, voire même des milliers de brevets dans ce domaine. Et on a vu des phénomènes de spécialisation où les acteurs chinois vont surtout se poser des questions sur certaines technologies de fermentation. Les acteurs japonais vont travailler sur l'additivation du chocolat, notamment par exemple pour pouvoir le rendre, comme les températures sont assez chaudes là-bas, ils cherchaient plutôt à augmenter le point de fusion du chocolat, voire à l'additiver avec d'autres choses. Donc on voit un champ de brevets sur ces additifs. Et puis après, les domaines qu'on couvre sont très très larges. On a fait des batteries, on a fait des énergies renouvelables avec l'éolien, les énergies marines. Là, on est en train de travailler avec une structure sur tout ce qui est biopesticides, c'est-à-dire comment remplacer la chimie classique par des approches avec des phéromones, des des insectes qu'on modifie pour pouvoir arriver à ces fins de nettoyage des champs de leur peste. On en a fait dans des domaines tout à fait singuliers et toujours très larges. Et on apprend en fait avec les entreprises puisque elles arrivent avec leurs questions et on interroge le domaine technologique et on trouve des réponses en fait. On trouve des réponses toujours. Merci Erwan pour ces précisions. Je vois qu'on a une intervention dans le chat de Muriel Bourgeois. Muriel Bourgeois, vous êtes membre du
club francophone d'information brevet, hein, qui regroupe, je crois, sur une centaine de spécialistes d'information brevet. Et donc, vous utilisez chez les spécialistes d'information brevet la cartographie depuis assez longtemps. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un témoignage de cette utilisation au quotidien, Muriel? Ah, je ne sais pas si Muriel nous entend. Non, écoutez, elle ne nous entend pas. Je vois qu'on a une autre question de Christophe qui nous demande est-ce que la cartographie est applicable à l'intelligence artificielle? Alors, votre question, Christophe, c'est peut-être est-ce que les brevets dans le domaine de l'intelligence artificielle peuvent être étudiés via la cartographie, hein? Erwan, je Oui, te soumets je cette vois. question. Tout à fait. Alors, dès qu'il y a des brevets, en fait, on va pouvoir commencer à cartographier les domaines qui sont pas difficiles, qui sont difficiles à cartographier, c'est les domaines qui ne sont pas brevetables, hein. L'innovation sociale, par exemple, ça devient un peu délicat. Mais dès qu'on est sur des domaines technologiques et qu'il y a des forts courants de brevets, euh, en fait, dans un premier temps, quand vous avez peu de volume de brevets, vous passez par de la recherche d'antériorité classique ou un état de l'art. Vous obtenez un tableau dans lequel il y a 100, 200 brevets. C'est une matière qui peut être compulsée ou lue par un être humain et qui se fait une synthèse de comment se comporte l'innovation si on est sur des petits volumes. Mais dès qu'on est sur des volumes beaucoup plus importants, c'est-à-dire 2000, 3000, là, dans le domaine des biopesticides, on était en train de discuter autour de 55 000 familles de brevets. Donc, des choses absolument ingérables humainement. Eh bien, on va pouvoir utiliser ces outils-là qui vont faire cette pré-catégorisation par îlot technologique et ensuite on va aller visionner de plus près, zoomer sur ces zones pour se faire une bien meilleure idée de comment se comporte l'innovation îlot par îlot. Et c'est là qu'on commence à identifier les signaux faibles, le comportement des acteurs des marchés, les exercices de diversification de certains, etc. Donc l'intelligence artificielle, oui. Alors sur l'intelligence artificielle, on a beaucoup de logiciels. Peut-être que parmi ces logiciels, il y en a qui sont peut-être pas éligibles à la brevetabilité en France et en Europe, mais par exemple aux États-Unis, qui font une lecture un peu plus large, il y a certainement possibilité d'avoir un fonds documentaire qui est déjà largement fourni. Moi, j'ai une question, Arwan, pour vous. Combien de cartographies environ vous avez fait depuis cette création, si c'est pas bien entendu indiscret ou secret? Et surtout, plus intéressant pour moi encore, quel type de taille d'entreprise? Est-ce que c'est plutôt je dirais, petites entreprises ou des Danone, comme pour continuer mon exemple antérieur? Alors, depuis le début de cet exercice, on a dû faire une trentaine ou une quarantaine d'exercices de cartographie, en fait, toujours sur des domaines vraiment très variés. Comme je dis, ça va du chocolat aux pesticides, en passant par le véhicule autonome, la pharmacie, vraiment la variété des acteurs est très grande. Et puis, deuxième question. La taille de La taille, oui, l'entreprise, bien est-ce sûr. que c'est de petites entreprises, moyennes Alors, ou des tout à énormes? fait. C'est un service qu'on dédie en fait aux ETI et PME. Donc, de toute façon, les grands groupes ont généralement la société Clarivate Analytics en client direct, et donc on ne va pas sur ce terrain-là. Et après, c'est assez variable. Les entreprises innovantes, elles ont souvent besoin d'un point de départ. Donc, où est-ce que je mets les pieds? Donc, on a fait plusieurs choses sur les startups. C'est même si les entreprises ont 2, 3 brevets, ça nous est déjà arrivé d'intervenir et de sortir des résultats intéressants. Je serais ravi de pouvoir avoir plus souvent des ETI avec des portefeuilles un peu plus conséquents, genre entre 50, 100 brevets, parce que tout de suite, on pourrait vraiment leur donner des informations claires sur leur positionnement, mais pour l'instant, c'est moins souvent cette typologie-là. Pourtant, c'est des acteurs qui ont des ressources, des capacités de mise en place de stratégies de propriété intellectuelle, des portefeuilles existants dans lesquels on peut déceler des risques et des opportunités. Dès qu'ils lancent des projets de R&D, il y a des enjeux plus forts encore que pour une PME. Et c'est vrai que bah, on n'a pas encore beaucoup, parce que souvent, la stratégie est pilotée déjà
d'une certaine façon, peut-être le poids des habitudes, et donc les cartographies viennent peut-être dans un second temps. Mais pour tous nos clients sur des structures plus petites, on a pu vraiment confirmer, comme c'était dans votre cas, la position avantageuse de Polistic. Ça a servi à faire de la levée de fonds parfois. Je pense notamment à un acteur qu'on a eu dans le domaine de l'hydrogène. C'était assez passionnant comme intervention. Et puis, si on fait des choses un peu plus par domaine, par exemple, on a intervenu dans le domaine de la robotique agricole. Et là, on a cartographié tous les acteurs de la robotique agricole, puis on a vu le positionnement français. Le positionnement français, dans ce domaine-là, mais je pense que c'est le cas dans plein d'autres domaines, faisait que tous les brevets français étaient souvent sur des bordures de collines. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on travaille souvent sur de la solution innovante, originale, qui se différencie du lot commun. Et on a par contre un déficit, c'est que ces portefeuilles-là, on les consolide pas beaucoup. Et c'est ça qui est peut-être défavorable pour l'industrie française, in fine, au moment de l'export. Cet exercice de consolidation, il est moins puissant, alors qu'à la base, on a des technologies très différenciées, très originales. Et ça, c'est quelque chose que j'ai revu dans plusieurs domaines. Notamment, on en a fait une aussi récemment dans le domaine de la pharmacie, où on a observé ce cas de figure. Et quand on compare, par exemple, avec l'Allemagne, eh ben, eux, sur 2 ans, ils vont avoir consolidé un portefeuille sur un sujet intéressant. Donc, j'ai un exemple très concret dans le domaine, donc, je disais, de la pharmacie. En France, des technologies différenciées mais peu consolidées. En Allemagne, des technologies qui avaient tout de suite identifiées dans le domaine des implants osseux et de l'imagerie médicale, qui tout de suite, en 2 ans, se sont consolidées d'un certain nombre de brevets de façon très massive sur ces technologies qu'ils avaient estimées intéressantes. Et ça, on le voit en fait dans les cartographies. Donc si j'avais un souhait, en tout cas pour les approches françaises, c'est une évolution justement des stratégies vers cette réflexion qui est on détient une pépite, il faut qu'on la consolide et après on est mûr pour les marchés internationaux. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Et en tout cas, on peut vous aider à le voir et à le construire. Merci Erwan. On a une question très intéressante de Caroline qui nous dit, voilà, Pablo a souligné le fait qu'une fois qu'on avait les résultats, il fallait quand même les digérer en interne, les analyser pour qu'ils soient exploitables et qu'on puisse prendre des décisions grâce aux résultats de la cartographie. La question de Caroline est la suivante, est-ce que l'INPI accompagne également l'entreprise sur ce côté digestion, compréhension, utilisation des résultats et ensuite traduction de ces éléments dans la démarche de propriété intellectuelle de l'entreprise concernée? Alors, on a un accompagnement suivi des entreprises, par exemple, dans les masterclass auxquelles je pense, qui est un exercice où on accompagne les entreprises sur la construction de stratégies de propriété intellectuelle. Et dans ces masterclass, en fait, on fait intervenir des conseillers en propriété industrielle ou des spécialistes de l'API comme coach pour travailler sur certaines problématiques particulières de l'entreprise. Pourquoi pas une discussion qui amènerait à la lecture d'une cartographie pour avancer sur certains points. Mais donc c'est plutôt dans cet exercice-là que je vois. On a bien sûr aussi une action de formation, plus générique, avec l'Académie INPI qui offre des formations sur la propriété intellectuelle pour s'approprier ces sujets-là. Mais ce qui est réel, c'est qu'en fait, on parle de stratégie, en fait, et aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est l'augmentation de compétences des chefs d'entreprise sur ce volet-là. Parce que les chefs d'entreprise sont acteurs de la stratégie du business, et la stratégie du business intègre forcément une stratégie de propriété intellectuelle. Et donc, de fait, comme ils sont acteurs, c'est en leur donnant un maximum l'art de pêcher qui deviendront des acteurs en capacité de récupérer beaucoup de poissons. En fait, c'est plutôt sur cette logique-là qu'on se positionne. L'accompagnement plus dédié des entreprises sur un sujet précis est souvent du ressort des conseillers en propriété industrielle. Voilà, et on s'appuie naturellement sur eux. C'est des partenaires indissociables de la stratégie de propriété intellectuelle des entreprises. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres, une dernière question ou réaction de nos auditeurs sur ce sujet tout à fait intéressant? Alors, Muriel Bourgeois, j'ai été déconnectée. Oui, Muriel. Désolée. Juste au moment où tu me posais la question sur, en fait,
J'ai une vraie expérience sur la cartographie qui a commencé dans les années 2000, on va dire, que lorsqu'il y avait Oreca, Origine, etc. D'ailleurs, les Alors, peut-être cartographies un qu'on tout fait petit mot aujourd'hui. pour présenter Muriel Bourgeois. Oui, Tu pardon. travailles, tu as fait toute une partie de ta carrière chez Nestlé, hein, Oui. et dans le domaine donc de l'information brevet, hein, tu es une spécialiste d'information brevet, et Voilà. tu es également membre de ce club francophone de l'information brevet qui regroupe 120, 130 spécialistes en Europe qui travaillent dans ce domaine-là, hein. Et parmi ces membres, vous utilisez des cartographies depuis longtemps, hein, et c'est dans ce sens-là que tu C'est témoignes. ça. En fait, ce qui se passe, c'est que bon, je suis présidente de l'association européenne des spécialistes d'information brevet. Là, on a à peu près 1200 membres. Et pour la francophonie, je m'occupe en tant que vice-présidente de la partie francophone et plus particulièrement des formations. Mais à ce titre-là, on a développé avec un organisme européen un examen de qualification des professionnels de l'information brevet, le QPIP, qui nous permet de valider l'expérience et l'expertise en fait en termes de brevet, mais aussi de cartographie. C'est un pan de notre métier qui était très peu utilisé. Comme je l'ai dit, il y avait peu de formations. On a mis en place un certain nombre de formations avec l'I2EPI, mais aussi en interne dans les entreprises de nos adhérents, etc. Et on se rend compte que c'est un manque parce que les gens ont peur de la cartographie, non seulement par le coût, qui est vraiment bon, quelque chose qui existe, mais aussi parce qu'on manque de personnel qualifié pour l'interprétation. Encore une fois, on peut faire dire ce qu'on veut à une carte. Et ce qui est important, c'est de bien avoir confiance dans cette interprétation et de bien comprendre la question. Donc, j'en revenais à ce que vous avez présenté, Erwan, tout à l'heure. Effectivement, les étapes sont importantes. Les allers-retours en milieu de stratégie de ces étapes est vraiment essentiel parce qu'on ne peut pas partir sur une cartographie pertinente si on n'a pas verrouillé tous les aspects avec le client. Et j'apprécie énormément de voir que cette cartographie est mise un petit peu en lumière et j'espère qu'elle le sera dans le futur également parce que c'est vraiment un outil extrêmement important dans le cadre du soutien aux entreprises et de la protection de l'innovation. Donc, merci. Merci beaucoup, Muriel, pour ce témoignage. On peut prendre une dernière intervention si il y a une question, une réaction parmi nos invités de ce Propial. Alors, je peux confirmer qu'accoucher de la stratégie de recherche est vraiment un travail assidu auquel les ingénieurs brevets à l'INPI prennent le temps. Et donc, traduire le domaine de l'entreprise en la bonne série de mots-clés, de classification, échanger avec l'entreprise pour récupérer tous les mots-clés qui correspondent à son domaine, c'est quelque chose sur lequel on a des longues conversations pour justement aboutir à ces cartes dans lesquelles on aura minimisé le bruit sur les choses qui ne sont pas intéressantes pour l'entreprise et du coup révéler les zones qu'elle a vraiment envie d'explorer. Et donc ça, effectivement, c'est bien de souligner que c'est un exercice d'ingénierie de recherche dans les bases de données qui est vraiment à forte valeur ajoutée et où l'INPI ne met pas que le logiciel à disposition des entreprises, mais également tout le savoir-faire de ses ingénieurs en la matière. Voilà, merci beaucoup à vous deux pour vos interventions, hein. Ce qu'on retient, c'est que, comme l'a bien dit Pablo Jordan, la stratégie de propriété intellectuelle doit être au cœur de la stratégie de l'entreprise, hein, notamment dans le cadre de start-up comme la vôtre, c'est absolument essentiel, et que finalement la cartographie est un outil parmi l'ensemble des outils dont dispose la personne en charge de la propriété intellectuelle pour mieux comprendre son environnement technologique, pour mieux connaître où ses concurrents déposent leurs brevets, pour identifier
éventuellement des ruptures technologiques. Donc ça peut également révéler des signaux faibles sur des évolutions, et ça peut également permettre d'identifier des partenaires potentiels pour des développements. Donc c'est un outil intéressant, c'est un outil qui pendant longtemps a été réservé aux grands groupes par son coût et sa complexité. Aujourd'hui, on a la chance, vous avez la chance de pouvoir en bénéficier. Donc, n'hésitez pas à contacter les chargés d'affaires INPI dans votre région. Donc, vous savez qu'en Alsace, maintenant la délégation régionale de l'INPI est en centre-ville, dans un bâtiment près de l'hôpital civil. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous et venir les voir. Ils sont là pour vous. C'est une prestation auquel vous aurez accès à un coût qui n'est pas négligeable, mais qui finalement reste très abordable au vu des informations que vous pouvez avoir. Donc, on vous encourage à vous renseigner sur ces prestations. Merci beaucoup, Pablo Jordan, pour votre témoignage, tout à fait passionnant de start-up qui a utilisé ce service. Merci à Juan Chapelier de nous avoir fait découvrir cette prestation récente qui est développée depuis maintenant 2-3 ans. Et puis, n'hésitez pas, on vous enverra dans un lien ultérieur le lien pour le replay. Donc, vous pourrez éventuellement le faire circuler dans vos entreprises si vous avez des collègues qui n'ont pas pu être présents et qui sont susceptibles d'être intéressés. Et on vous enverra également les 2 présentations qui vous ont été faites par Pablo Jordan et par Erwan Chapelier, qu'on remercie encore. Donc, bravo à tous les 2. Merci à tous nos invités. Et puis, on vous donne rendez-vous donc à l'automne pour un prochain Club Propriété Intellectuelle Alsace. Merci Antoine. À bientôt et puis bon match. Merci à vous tous.